Alors, je voudrais d'abord faire quelques remarques. La première remarque concerne le temps qui passe. On rentre à partir de cette année, l'année prochaine, dans le cycle habituel des commémorations décennales, avec le centenaire de la guerre de 14-18 qui va être de la vie de tous et de chacun grandiose, et le 70e anniversaire, c'est déjà commencé, des années de Seconde Guerre mondiale, scandé, si les choses se passent comme c'est prévu, par une première grande manifestation pour l'anniversaire du Conseil national de la résistance. On ne sait pas trop quel va être le calendrier des commémorations de la Seconde Guerre mondiale, parce que vous le savez peut-être, il y a eu un conflit au ministère de la Défense, au secrétariat d'État, aux anciens combattants, à la DMPA, Division Mémoire, Patrimoine, Archives, pour savoir s'il fallait commémorer ensemble, avoir une mission commune pour la commémoration de la Première Guerre et pour celle de la Seconde Guerre mondiale. Mais de toutes les façons, que ce soit la Première ou la Seconde Guerre mondiale, on peut faire un certain nombre de remarques. D'abord, la commémoration échappe très largement à l'État. Elle échappe aussi, ça fait déjà un certain temps pour la Première Guerre mondiale, mais c'est pas tant pour la Seconde Guerre mondiale, aux associations. Et ces commémorations mettent en jeu, ce qui n'a pas toujours été le cas, des enjeux économiques puissants, avec notamment le développement du tourisme de mémoire. Et je pense que le mémorial où on est ici, de façon probablement modeste, appartient aussi à cette question de tourisme de mémoire. J'étais avant-hier à Oradour, et la construction à Oradour d'un centre de la mémoire obéissait à des enjeux touristiques. C'est le conseil général qui possède le centre de la mémoire. À l'époque où le centre de la mémoire d'Oradour a été établi, c'était quasiment obscène de parler de tourisme de mémoire, de parler des retombées économiques de ce tourisme. Aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. Il y a eu, il y a 1 an et demi, les premières assises du tourisme de mémoire au Sénat, et le ministère de la Défense, DMPA, vient de publier un opuscule sur un bilan de ce tourisme de mémoire, qui est un bilan qui regarde le nombre de visiteurs, qui examine les retombées économiques de ce tourisme. Ça échappe aussi parce que par le passé, c'était les associations qui mettaient en œuvre la commémoration. Aujourd'hui, c'est de l'événementiel et ce sont les boîtes de com qui sont au premier plan. C'est aussi la place que prend le documentaire, le film en général, la fiction, avec les grands événements, le grand événement que sera pour la Première Guerre mondiale, la guerre en couleur, comme on a eu la guerre en couleur avec Apocalypse, et aussi toutes les activités éditoriales. Ce passage du temps qui montre qu'apparaissent de nouveaux acteurs dans le storytelling, comme on dit aujourd'hui, dans la façon de raconter la guerre, est aussi marqué très fortement par le fait que les générations passent. Aujourd'hui, vos élèves ont, pour la plupart d'entre eux, des grands-parents, surtout en collège, qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que la transmission qui se faisait naturellement dans les familles sur des choses qui peuvent ne pas être bouleversantes. Par exemple, les mères ou les grands-mères qui racontaient comment il n'y avait pas de bas et comment elles se peignaient la couture du bas sur la jambe, ou tout ce qui concerne le ravitaillement. Ces choses-là qui étaient présentes dans les familles ne le sont pas. Moi j'ai des petits-enfants, mon petit-fils
est en 4e, il sera donc en 3e l'année prochaine, et ses 4 grands-parents, puisqu'il a la chance d'avoir ses 4 grands-parents, c'est aussi lié au fait que la guerre s'éloigne, sont tous les 4 nés après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un rapport au temps qui est un rapport aux événements qui ne peut absolument pas être le même que quand on était né dans l'ombre portée de la guerre ou quand on avait des grands-parents qui avaient vécu la guerre. Donc cette question de génération est probablement capitale pour les jeunes, et je crois que on a beaucoup stigmatisé les témoins en disant une fois que les témoins, moi je ne l'ai jamais dit, hein, mais une fois que les témoins ne seront plus là, on pourra enfin faire de la vraie histoire. On n'a jamais réfléchi à ce que l'éloignement d'une période faisait perdre en connaissance très difficile à évaluer, en connaissance de l'ère du temps, du Zeitgeist, qui est quand même quelque chose que donnaient ceux qui avaient vécu la période. Alors, tout ça rend notre tâche d'historien. Je dirais que l'historien est celui qui écrit un bout de l'histoire, en général un petit bout, parce que la recherche est longue et elle est très souvent pointue. Et aux généralistes que nous sommes, quand nous enseignons à la transmission, cet éloignement du temps nous oblige, et il exige de nous, de mon point de vue, je ne voudrais pas apparaître comme donneuse de leçons, hein, mais il exige de nous de la réflexion, de la justesse, notamment dans les termes que l'on emploie, et une véritable réflexion sur qu'est-ce qu'il nous importe de faire connaître de cette dernière guerre mondiale et de cette dernière guerre où tous les Français ont été directement concernés, à la différence des guerres coloniales qui n'ont concerné qu'une partie de la population, même si tous sont concernés dans la mesure où, par le biais du politique, c'est l'ensemble des citoyens qui sont concernés par les guerres comme la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie. Et se pose alors la question de la qualification.